Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans l'émission phare du vendredi soir, Mon Quotidien TV, l'émission qui donne la parole à des personnalités qui ont des choses à dire. Et je suis très content parce que ça fait longtemps que je lui cours après. Aujourd'hui, j'ai un invité de marque, Stéphane Riff. Il est architecte DPLG. Alors, c'est un métier, moi, que je connais peu. On sait que c'est important. On sait qu'il faut faire de grandes études pour pouvoir exercer cette fonction. Et on sait que c'est important dans un projet immobilier d'avoir un architecte. Stéphane, bonjour. J'ai bien résumé la situation? Oui, non, oui, c'est ça. En gros, il faut effectivement au moins quelqu'un qui réfléchisse à mettre des gens en commun pour effectivement créer un pavillon, un immeuble, quoi que tu veuilles. Mais c'est vraiment l'objet de rapprocher des gens pour trouver des solutions à des problèmes. Parce que l'architecture, comme je dis sur mon site, c'est un problème au départ. Et à tout problème, il y a une solution. Et aux gros problèmes qu'on rencontre parfois, il y a toujours des solutions. Et ça, c'est fantastique. Un architecte, on le sollicite pas uniquement quand on a un terrain à bâtir. Quels sont les cas les plus fréquents où tu es sollicité, sachant que tu travailles quand même essentiellement en Île-de-France. Après, tu travailles aussi ailleurs, on en parlera un peu plus tard. Mais en Île-de-France, c'est quoi le cas pratique le plus récurrent? Alors, le cas pratique le plus récurrent, c'est la rénovation, extension, rehaussement, agrandissement, soubassement aussi à agrandir, enfin des caves qu'on agrandit, parce qu'en fait, il y a peu de terrain de libre, ou bien souvent ils sont pris par la mairie, par les mairies en général. Moi, je suis sur le 92 principalement. J'habite à la Garenne-Colombes, je travaille essentiellement là-bas. J'ai la chance d'avoir des projets là-bas. C'est une chance de pouvoir aller, je dirais, en vélo d'un chantier à l'autre. C'est pas toujours le cas. Bon, j'ai aussi d'autres lieux comme Saint-Maur ou Créteil où j'ai eu la chance d'avoir des projets assez intéressants à faire. Parce que chaque ville a sa propre règle et donc on ne peut pas construire ce qu'on fait je dirais, à la Garenne, comme on fait à Saint-Maur-des-Fossés. Donc, à chaque ville, sa possibilité de créer quelque chose. Et il y a des villes comme ça, comme ici les Moulineaux, où on a des problématiques de carrière qui ordonnent d'autres choses, qui font que, voilà, c'est un métier qui me permet je dirais, de travailler avec des gens qui ont déjà en général une habitation, qui se mettent en tête une rénovation, un agrandissement, une surélévation. Ils ne savent pas trop ce qu'ils peuvent faire, donc c'est à moi de leur dire, dans un premier temps, d'estimer un peu des travaux, et après, effectivement, soit de faire un projet, ce qu'on appelle un permis de construire, avec un permis de démolir, et après de partir avec eux sur une maîtrise d'œuvre d'exécution, ce qu'on appelle la MOE. Donc, c'est vrai qu'en Île-de-France, principalement, hein, je dirais pas que le 92, on est vraiment sur ce que ne voulaient pas faire avant les architectes. Ils voulaient faire du tout neuf. Donc voilà. Donc je dirais que dans ma part de profession, j'ai du 20% en neuf et 80% en rénovation, extension, parce que les maisons sont rachetées et ils sont à mettre au goût du jour, puisqu'en fait, on a des bandes comment dire, de réseaux, comme Neuilly, par exemple, qui vient sur la Garenne-Colombes. Les gens qui habitent un appartement proche de Paris peuvent investir dans une autre couronne un peu plus loin, avec un jardin ou avec des plus grandes surfaces. Et c'est là que nous, on intervient, parce qu'ils ont un certain moyen de pouvoir d'achat, et ils peuvent acheter des choses sur notre ville, et ils ont une capacité, je dirais, de pouvoir construire des choses, agrandir des choses, les rehausser et faire de notre ville, je dirais, d'agrandir et d'en faire quelque chose de différent sans tomber dans voilà, la réalisation de choses postmodernes ou des choses qui n'ont rien à voir. On a en plus un maire qui est effectivement, enfin une maire, pardon, qui est effectivement très attentive à l'esthétique de notre ville. Et donc, il y a effectivement très peu de terrain libre. Je dirais qu'à la Garenne-Colombes, il y en a peut-être 2 ou 3. Tu vois, sur une ville de 30 000 habitants. Donc le travail, c'est essentiellement ça. Après, c'est le bouche à oreille qui va travailler, et la ville. Tu disais que tu avais une maire très attentive sur cette commune, mais du coup, le premier frein ou la première opportunité pour un architecte, c'est déjà d'étudier la relation ou le contexte local, pas uniquement du terrain sur lequel tu dois bâtir, mais aussi les gens, les élus qui ont un pouvoir important Tout à fait. sur ton métier. Ouais, c'est vrai je dirais qu'il y a plusieurs personnes qui ont des besoins, des envies et des attentes et des devoirs et je dirais une relation avec le projet, la mairie, la commune, le service de l'urbanisme donc,
effectivement, a le pouvoir, simplement, de dire non à un projet. Après, si le projet répond à un ensemble de règles, ce qu'on appelle un PLU, dans Plan un local d'urbanisme. merci, qui permet effectivement d'établir des règles de hauteur, de largeur, de savoir ce qu'on peut mettre dans un terrain, quelle boîte on peut construire ou agrandir sur un terrain. Une fois quand on connaît bien toutes ces règles, ces problématiques, il y en a certaines qu'on connaît plus par cœur parce qu'on travaille vraiment beaucoup dessus. Les nouvelles villes qu'on ne connaît pas, bah, faut apprendre les règles, voilà, les hauteurs, les distances, etc. Donc à chaque fois, il faut revenir sur un PLU, travailler en relation. Moi, c'est ce que je fais. Je travaille en relation avec la mairie. Ouais. C'est-à-dire que dès le départ, les gens m'appellent, ils ont un besoin. On voit le besoin, on voit comment on peut y répondre. Je regarde le PLU et je vais voir la mairie pour voir avec eux si dès le départ, c'est faisable. Et quand je peux, je fais part d'un dessin ou d'une esquisse au maire directement. Parce que c'est lui qui signe. Même s'il n'y connaît rien, oui. C'est lui qui signe. C'est ça qui est un peu la contrainte. Ah oui, c'est pour ça que je dis toujours de passer, quand on peut, de passer par le haut, ouais. En montrant la chose. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est voir. Ouais. Il va passer dans sa ville, c'est voir. Il n'y connaît rien au PLU, pas grand-chose, on va dire, sauf ceux qui sont depuis longtemps. Mais il n'y connaît pas plus, et donc quand j'arrive à les toucher et à leur montrer une image, est-ce que l'image vous plaît, fonctionne, et ils me répondent oui ou non, et quand c'est oui, oui, ok pour moi, c'est ok pour l'urbanisme, ça va pas plus loin que ça. Donc je pense que c'est une solution qui évite de perdre du temps d'abord. Bon, sur ma commune, je la connais, donc je sais ce que je peux faire ou pas faire, et les autres, c'est un peu plus compliqué parfois. Voilà, il y a, à Colombes, près de la gare de Colombes, il y a 12 zones, 13 zones. Et mais donc, ce travail préalable de création d'esquisses, c'est un travail lourd pour toi? C'est enlever ce qui n'est pas possible. Déjà, on élague tout ce qui nous empêche. C'est-à-dire qu'on va vraiment se créer son module, sa volumétrie sur un terrain. Ou bien, s'il y a déjà une maison existante, savoir jusqu'où on peut monter, s'étendre. Ça, c'est le COS, ça s'appelle tout. Alors, c'est pas le COS, c'est l'emprise au sol, ce qu'on appelle l'emprise au sol. Et alors, le COS n'existe plus maintenant. Et heureusement d'ailleurs, c'était ce qu'on appelait le coefficient d'occupation des sols, qui prenait en compte tous les étages. Aujourd'hui, on parle de l'emprise au sol. Donc, dans les PLU, tu peux monter à telle hauteur sur telle surface au sol. D'accord. Après, dans les résiduels, il faut garder des espaces verts, des espaces de terrasse, des espaces pour les voitures. Le gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est le stationnement. Il y a de moins en moins de place dans les rues, dans toutes les villes, hein, et on est contraint, nous, de mettre de plus en plus de voitures sur les terrains. En même temps, on doit garder, c'est les nouveautés, je dirais, des différentes normes qui évoluent. Par exemple, en termes d'eau, l'eau de pluie, maintenant, on en est arrivé à la Garenne-Colombes, entre autres, mais ce n'est pas que la Garenne-Colombes, à donner l'obligation aux propriétaires de garder leurs eaux de pluie. Donc, tu dois te débrouiller pour que l'eau de pluie n'aille plus dans le réseau général. Alors, des fois, c'est facile, ça va, on fait une cuve parce qu'on a un grand terrain. Quand c'est une maison de ville, voilà, et c'est pas toujours facile. Donc, bon, on a des fois des cas où on peut voilà. Mais il y a plein de petites choses comme ça qu'il faut regarder. Et effectivement, la mairie peut être il ne faut pas se mettre à dos de la mairie, je dirais, tout simplement, au départ. Mais bon, si on travaille intelligemment avec eux et que le dessin plaît à tout le monde, le dessin n'est la résultante, je dirais, d'une réflexion d'abord de mobilité et de surface à créer pour des gens qui ont besoin de... Tout le monde n'a pas besoin de la même chose. Tout le monde n'a pas des enfants. Tout le monde n'a pas besoin de 3 chambres en plus. Il y a des gens qui veulent un rez-de-chaussée immense, d'autres qui veulent plein de petites pièces. Donc tout ça, c'est l'intérieur de la maison, ça n'intéresse pas la mairie. Mais de ces petites pièces résulte une élévation extérieure. Donc tout ce qui est à l'intérieur donne une vue à l'extérieur. Il faut que ces vues à l'extérieur plaisent à la mairie. Si ça fonctionne bien, après, il n'y a pas de problème. Alors sans rentrer trop dans les détails techniques, en Ile-de-France, on a le Grand Paris qui s'est imposé à nous il y a quelques années, qui a donné lieu à un rassemblement de communes qui sont toutes réparties avec des bassins de population, je ne sais plus si 250 000 ou quelque chose comme ça, peu importe, qui ont donné lieu à des PLUI, donc intercommunaux. Est-ce que toi, de ton expérience, tu as ressenti une évolution de ton rapport avec les maires, puisque finalement, maintenant, le règlement, il est commun à plein de villes qui ont pourtant des préoccupations, des fois des couleurs politiques différentes. Alors, comment est-ce que ça se traduit dans tes relations avec eux? Alors, pour l'instant, je dirais que c'est quand même une mise en place qui prend du temps, tout ça. Donc, pour l'instant, la mairie a encore la main sur ce qu'elle veut faire.
Il arrivera un jour, effectivement, ce sera quelqu'un dans un bureau, je ne sais pas à quel endroit, qui décidera de oui ou de non de la situation. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. C'est une inquiétude pour toi? Pas forcément. Je pense qu'effectivement. Alors, c'est pas une inquiétude. Par contre, ça peut être une inquiétude à l'inverse. C'est-à-dire que quand on a des règlements à suivre, c'est pas grave, on les suit. Après, c'est l'imagination qui nous permet de travailler, notre expérience, je dirais, et le besoin des gens, et voilà, l'intelligence des gens avec qui on travaille. Il n'y a pas que les clients, il y a les clients, bien sûr, mais il y a tous les gens avec qui on travaille. D'abord, les entreprises. Quand tu as une entreprise qui travaille très bien, moi j'en ai certaines, j'en ai une avec qui j'adore travailler, parce qu'effectivement, les échanges sont fondamentaux, permettent, au-delà d'enlever les problèmes, d'avancer sur des questions qu'on se pose. On cherche des partenaires qui trouvent des solutions plutôt que qui nous aident les problèmes. Voilà, exactement. C'est nous aider et je dirais faciliter la chose plutôt que je dirais de dire tout de suite ah non c'est pas possible. Bah si, tout est possible. Après il y a différentes façons. Ah ce sera plus cher. Eh ben on va voir, on va réfléchir. Donc voilà, donc ça c'est notre partie, mais c'est vrai que c'est des choses auxquelles on doit faire attention pour pas se pourrir le temps. Sinon on passe trop de temps avec des gens qui font pas de bonne foi ou en tout cas de bonne composition. Et donc effectivement, alors pour l'instant, en tout cas, à la Garenne-Colombe, Colombe même d'ailleurs, qui ressurgit, qui revient un peu. Ça reste une analyse locale. Tout à fait. Il n'y a pas encore, il y a que une partie de la Garenne-Colombe ou Courbevoie qui sont pris plutôt par la défense et où là c'est pas la mairie qui exécute qui étudie le projet. C'est vraiment quelqu'un alors c'est plus l'EHPAD, je sais plus comment s'appelle l'organisme, mais qui effectivement c'est un gars dans un bureau, je sais pas où, à Paris, qui étudie notre projet alors qu'il connaît peut-être même pas la Garenne. Donc, donc ça c'est bon. Alors j'ai eu un projet il y a pas longtemps que j'ai eu à faire dans cette zone-là, qui est pas très grande. Bon, c'est revenu sans problème. Bon voilà. Alors est-ce que ça va être une contrainte ou vraiment une je dirais qu'il faudrait pas que ce soit trop laxiste non plus, parce que sinon on va avoir des choses un peu n'importe quoi. Oui, parce que ça n'est pas qu'une contrainte, c'est aussi quelque chose que tu trouves normal, qu'un maire puisse... Alors, il y a différentes perceptions de la chose. C'est-à-dire qu'on peut dire que soit les communes on va dire, voient l'avenir différemment, soit certaines veulent se donner une certaine image, ressembler à Versailles, j'en sais rien, d'autres veulent ressembler à, je sais pas, quelque chose de plus moderne. À Grasse, par exemple. Mais c'est-à-dire qu'il y a toujours ce débat qu'il faut arriver parfois à dépasser. Moi, c'est un travail que j'essaie de faire, des fois ça passe. Je te dirais même que c'est toujours passé parce que j'ai pas eu trop l'occasion de le faire à la Garenne, mais j'ai fait des projets parfois un peu plus modernes en termes de forme, entre guillemets, modernes. Donc c'est pas avec de la brique de parement, ou bien des appareillages de briques ou des images de maisons classiques qu'on a dans la tête. Donc c'est un peu ça la Garenne. Bon, ce qui est pas grave, ça donne une ville qui est assez sympathique. Au demeurant, même les immeubles font je dirais ce pastiche. C'est là où les gens négatifs vont arriver en disant c'est du pastiche de. C'est vrai, c'est vrai. Mais est-ce qu'il faut mieux ça que des formes des années 60 qui étaient sans vie, qu'aujourd'hui on enlève, qui ont moins bien vieilli en 40 ans que des choses entre guillemets classiques qui en général plaisent bien et voilà. Donc par contre, on peut faire des extensions, des modules, des choses qui soient des événements sur le terrain, des artefacts, tu vois, des choses qui peuvent mettre en valeur effectivement Ah oui, tu as trouvé les photos. Ben oui, je te montre ça parce que on le montre aussi aux gens qui nous suivent. Ça par exemple. Alors ça c'est une extension qui a été réalisée, dont je n'ai pas fait la maîtrise d'œuvre parce que j'ai eu la possibilité de faire ou pas la maîtrise d'œuvre. Je fais le permis, je peux m'arrêter là et je peux ou pas continuer, c'est une question de finance en général. Ouais. Là, c'était une extension, il y avait la maison à gauche et c'était une extension avec le garage qui était à droite et au milieu, ils voulaient rassembler les deux. Et donc, il fallait effectivement là respecter certaines choses, des distances par rapport aux voisins, des rejets d'eau chez le voisin qu'on n'a pas le droit de faire, des ensoleillements auxquels on doit faire très attention, parce qu'effectivement, c'est le principal sujet de recours aujourd'hui. Quand on a un permis qui est déposé, les voisins peuvent faire un recours pour dire qu'ils ne sont pas contents. Alors, il faut qu'ils montrent qu'ils ne sont pas contents. Pourquoi ? La dame d'à côté qui habitait à droite, et on lui avait montré le projet dès le départ, en lui disant, effectivement, on va monter un peu, il y aura votre première fenêtre qui va avoir un peu moins de lumière à telle heure. Bon, les choses en général se passent bien. Moi, j'ai eu droit à 1 ou 2 recours, peut-être. En général, on gagne toujours. Parce que voilà, à un moment donné, il y a des rencontres avec le maire, etc. Puis le maire dit, vous savez, on est en ville. Bon, voilà. Donc, quand les choses sont trop aberrantes, c'est trop aberrant.
Mais moi, je le sais dès le départ et je le dis aux clients. Je dis, attention, là, on risque d'avoir un recours. Et c'est ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps là. Le recours a sauté. Bon. Ça, c'est autre chose. Un autre exemple. Ça, c'était un projet, il y avait 3 maisons. Ça, c'est c'est la centrale. Il y en a une autre à droite qui appartenait au promoteur, avec qui je travaille toujours, qui est un ami, qui est devenu ami par le travail et qui fait, voilà, ça c'est la première qui donne sur la rue, à gauche, donc c'était en fin de chantier ça. Donc briques, bois, c'est une maison toute en bois, sauf les planchers qui sont en béton. C'était une expérience, une nouvelle boîte qui faisait ça à l'époque, et donc ça a fonctionné, ça a bien marché. C'est assez contraignant. Mais c'était un de mes premiers projets, et donc effectivement, c'est quand tu tombes là-dessus, le grand terrain divisé en 4, le client qui vient te voir et qui te dit, voilà, j'ai un terrain de 1000 m², moi je prends 500 pour moi, on me fera une maison et 2 autres, d'accord, vous aimez quel style, tout, oh, j'aime bien un tel, ah oui, c'est tout ce qu'il ne faut pas pour la Garenne Colombes. Donc petit à petit, on avance et on trouve des formes qui effectivement répondent bien à ce qu'il veut, ça lui plaît, et répondent aussi à la mairie qui, pour elle, doit accepter ce genre de choses. Tu es un genre de médiateur finalement entre tes clients et puis ceux qui vont te permettre de... Tout à fait. Hein. Ah, c'est vrai que dans ce métier d'architecte, ça aussi c'est pareil, c'est une maison qu'on a... Ça c'est la 3D là. La maison est terminée. Ça c'est aussi une autre innovation technique. C'est tout en bois et en métal. Bref. Puis j'imagine qu'en plus maintenant tu as toutes ces normes environnementales où à la fois l'État encourage à ce que les constructions soient clairement, on a plus d'étanchéité toujours, d'isolation. Mais tu as aussi une demande des gens qui veulent faire aussi des économies. Tout à fait. Alors ça rentre aussi là-dedans. De toute façon, on leur dit qu'on doit le faire. Donc on a cette première, envie de leur montrer que de toute façon la mairie va devoir nous demander une étude thermique. On a toujours une étude thermique qu'on fait maintenant et qui est obligatoire, même si c'est pas très grand. Et effectivement, on doit répondre à des critères. Donc, des fois, c'est un peu compliqué, des fois, c'est plus simple. Et les gens, effectivement, peuvent nous appeler simplement pour mettre aux normes leur maison. Voilà. Donc, les fenêtres, évidemment, tous les ouvrants, les dessous de maison, c'est là qu'on a froid aussi. Donc, des choses plus, je dirais, plus techniques, et qui n'ont rien à voir avec une espèce de l'image qu'on se fait de l'architecture, mais c'est la technique, et ça répond à un besoin, comme un autre. Et on est de plus en plus, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, le médiateur. C'est vrai que moi, je me rends compte avec l'expérience que quand parfois ça se passe un peu pas très bien, on va dire, entre le client et l'entreprise, et que je suis maître d'ouvrage, là, j'ai vraiment, le maître d'œuvre, pardon, le maître d'ouvrage, c'est le client, j'ai vraiment la sensation d'être médiateur. C'est-à-dire que je suis là, à un moment donné, ils veulent même plus se parler, tellement ça se passe pas bien. Alors, il faut trouver la bonne solution, la bonne raison, la bonne explication, la bonne rencontre, les bonnes réflexions et surtout leur expliquer à l'un ou à l'autre, qui peut avoir raison ou tort, et à un moment donné, tomber d'accord pour continuer, pour pas gangréner la chose. C'est le fait d'inviter la gangrène d'un projet qu'on a cette notion de médiation qui est très forte, de plus en plus. Ton entreprise s'appelle iModélisation. Oui. On a vu les coordonnées pour te contacter par mail s'afficher pendant que tu nous parlais. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu cette structure? C'est quoi déjà, elle existe depuis combien de temps et c'était quoi le projet de base? Alors, le projet de base, c'est iModélisation, s'appelle comme ça parce qu'au départ, le fait d'être architecte, tu l'es quand tu t'inscris à l'ordre des architectes. Tu peux avoir ton diplôme. Moi, je suis diplômé des PLG, donc ce qu'on appelle à l'époque diplômé par le gouvernement. Donc c'est le titre général des architectes, si tu veux. Aujourd'hui, c'est un autre nom, c'est HMO, habilité à la maîtrise d'œuvre. Voilà. Donc c'est des choses différentes pour acquérir ce statut. Et donc j'ai eu mon diplôme en 2002, si je ne me trompe pas, 2003. Et là, je faisais pas mal de 3D. 3 dimensions qui à l'époque commençait mon diplôme d'ailleurs était en 3D. T'étais dans un bureau d'études, c'est ça? Non, je me suis rien à voir. J'étais indépendant et je proposais en fait mes services à des architectes pour faire de la 3D, de leur projet, donc directement aux architectes, ou à des promoteurs, ou qui ont eux maintenant ça directement dans leur bureau. Mais à l'époque encore, il y a donc maintenant 19 ans. C'était un métier un peu nouveau. C'était un peu nouveau. En tout cas, c'était en plein boom. Et effectivement, ça m'a permis de toucher des personnes pour avoir un rythme de travail suffisant pour travailler et gagner son pain au moins suffisamment.
Et donc, comme j'ai rencontré ces personnes-là, ça m'a permis de rencontrer avec qui j'ai eu plus de rapports plus sympas et qui m'ont mis aussi sur des projets, à réfléchir avec eux, comme ça, c'est tout, comme j'étais architecte normalement. Et donc, ça m'a permis de suivre certains qui m'ont montré vraiment le métier. Et qui t'ont inspiré peut-être. Qui m'ont inspiré et qui m'ont vraiment appris ce qu'on n'apprend pas dans les écoles. Bah voilà. oui. Ce qui est normal, on dit ça de partout. Hein. Voilà, l'expérience de terrain. Et c'est ça qui a fait que, effectivement, un jour, bon, malheureusement, un de mes clients, entre guillemets, qui était devenu un ami, mais avec lui, j'avais 7 projets en cours. Bon, moi, j'étais uniquement derrière, hein, mais lui était le principal, qui est décédé et qui a fait que tous les clients m'ont appelé, enfin, je les ai appelés moi pour les prévenir, et ils m'ont tous dit, bah, écoute, tu t'inscris à l'ordre et tu continues le projet. Et c'est comme ça, comme tu as vu tout à l'heure, la maison en bois, que ce client-là était l'un des premiers, effectivement, à me faire confiance. Je lui expliquais la situation, je lui ai dit, vous savez, t'es architecte, ouais. Vas-y, tu vas y aller. Et alors du coup, iModélisation, tu l'as créé en quelle année? 2015. 2015. Oui. 2005, excuse-moi. 2005. Donc 20 ans en 2025, en 2025 l'année prochaine. Ouais. C'est une belle aventure. C'est une superbe aventure. Tu l'as créé tout seul, tu es en EURL. Absolument. C'est un choix de travailler tout seul. J'ai eu la chance jusqu'à maintenant de ne pas avoir de contraintes, qu'elles soient financières ou je dirais structurelles, pour me mettre avec quelqu'un. Voilà, j'ai fait l'expérience de travailler en collaboration avec d'autres architectes, par exemple. Ça peut marcher des fois, mais c'est pas toujours le cas. Donc j'ai la chance, parce que c'est à la fois une chance, une liberté, c'est une contrainte dure, pas facile des fois. Il y a des périodes comme en ce moment qu'on va commencer à vivre qui vont être un peu compliquées. Donc il faut se prémunir, il faut se prévoir, parce que tout seul, tu as cette liberté de tomber. Tu vois. Donc il ne faut pas tomber. Quand tu as 3 enfants, une femme, une maison, une famille, sans exagérer, il faut faire tourner la machine. Et donc, il faut toujours avoir un pied d'avance et un projet d'avance. On tourne sur 6 mois à 1 an, en fait. Ce que je signe aujourd'hui, ça sera commencé que dans 10 mois, par exemple. Ouais, c'est toujours un travail de longue haleine. Tout à fait. On arrive au bout de l'émission, mais je voudrais quand même qu'on aborde un des points un peu originaux de ton activité, c'est que tu ne travailles pas qu'en France métropolitaine. Oui. Alors, tu peux nous dire un peu qu'est-ce qui se passe du côté de la Martinique? Alors, en Martinique, il fait chaud. Il fait très chaud. J'ai eu l'expérience. Donc, j'ai cet ami avec qui j'ai fait les maisons. Donc, j'ai commencé avec lui, qui en fait est un investisseur qui investit sur des fonds canadiens, etc. Tout. Bon, bref. Et donc, il a des projets en Martinique par le biais d'un de ses amis, qui s'appelle Stéphane. Aussi, et qui m'a demandé un jour de faire, en collaboration avec quelqu'un là-bas, un projet c'était il y a 4 ans, 5 ans, un projet de maison individuelle, d'un lotissement, un peu haut de gamme, on va dire. Pour nous, en tout cas, il y a piscine collective, etc. Tout. C'est assez joli, c'est sympa. D'ailleurs, cet ami habite dans l'une des résidences. Et on a commencé là, cette année. On a fait... Donc, à l'époque, j'avais fait que le permis de construire. Donc, j'avais même pas été sur le terrain. Voilà, point. On a le droit, il n'y a pas de souci. Et tu es du PLU J'ai étudié le PLU à distance, un PLU français, hein, donc il n'y a pas de souci. Et puis j'ai fait des échanges à distance avec les bonnes heures, faire attention, c'est tout. Et l'autre projet qui a suivi, qui s'appelle La Palmeraie, est un projet à peu près équivalent de 5 résidences, un peu haut de gamme aussi. Sauf que là, pour diverses raisons, j'ai dû faire la maîtrise d'œuvre. Voilà. Alors j'ai expliqué que je ne pouvais pas venir tous les jours. Aller voir le chantier, parce que mais tu vas souvent. Mais j'y vais finalement assez souvent. Voilà. Donc j'ai quelqu'un qui collabore avec moi là-bas sur place pour, j'irai surveiller évidemment les différents jours importants. Les jours importants, je suis aussi présent par visioconférence. Et quand il y a des moments très importants, j'y vais. Ouais. Donc j'y suis allé il n'y a pas très longtemps. Il y avait un problème à résoudre entre autres qui était résolu. Mais c'est vrai que quand il y a des moments importants dans l'architecture, c'est des moments où tu viens couler une dalle, par exemple, pour être sûr que voilà, à distance c'est compliqué. Mais tu refais des photos, etc. Mais c'est vrai que c'était original parce que moi qui suis très axé sur la Garenne-Colombes, par chance d'avoir un réseau qui tourne bien, pas trop mal. Tu travailles qu'à côté de chez toi ou alors à l'autre bout du monde. Ouais, c'est un peu ça. En ce moment, c'est un peu ça, exactement. Mais bon, j'ai eu d'autres coins. J'ai des coins qui sont assez sympas à travailler. Je te disais tout à l'heure, il y a Saint-Maur, Créteil. Il y a ici les Moulineaux aussi, Clamart, qui sont bien. C'est des gens que j'ai appris à connaître aussi là-bas. Et puis la Martinique, voilà, qui est un petit
C'est vrai que ça fait du bien. C'est une parenthèse, voilà. Je sais que voilà, pour certaines heures de travail là-bas, il faut y aller un peu plus longtemps. Bon, c'est toujours agréable parce que cet ami que je connaissais déjà avant te reçoit comme un roi. C'est super. Ça change, ça fait du bien. Stéphane, est-ce qu'il y a une dernière chose qu'on n'a pas eu le temps de dire qui te paraît important pour les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, sur ton métier, sur la façon dont tu l'exerces? Alors, je dirais que ce n'est pas pour faire la promotion de ma promotion directe, mais je dirais que c'est pour la promotion. Profites-en, hein, tu es là pour ça. Oui, non, mais bon. C'est surtout la profession d'architecte en elle-même. Il ne faut pas la mettre de côté lorsque les gens ont un projet assez important et un peu compliqué de maîtrise d'œuvre. C'est-à-dire qu'on peut faire tout ça, on peut faire un permis, d'accord, on a le permis, et des fois les gens se disent, pour faire des économies, ce qui est tout à fait normal, l'architecte, finalement, il ne suit pas le chantier, je m'en occupe, je vais le faire moi, l'entreprise a l'air bonne, je vais m'en occuper. C'est quelque chose qu'à force de voir, je déconseille aux gens. Je préfère leur dire dès le départ, prenez en compte, évidemment que ça peut donner l'impression de vendre sa soupe, peut-être. Mais c'est pas que ça. C'est une réalité. Moi, j'ai en ce moment des chantiers que j'ai repris en maîtrise d'œuvre d'autres architectes qui avaient fait le projet, mais parce que les clients se tapent sur la tête avec l'entrepreneur, etc. Et c'est eux qui m'appellent, qui pouvaient reprendre. Alors, c'est assez compliqué de reprendre un chantier, voilà. C'est pas toujours facile. Mais quand on en arrive là, depuis 2-3 ans, je vois qu'il y a beaucoup de demandes comme ça. Donc, je me dis, tiens, attention, messieurs, mesdames, si vous avez un projet immobilier. Prenez pas le risque. Faites en sorte de maximiser au maximum votre tranquillité, qui ne vous empêche pas d'avoir un œil sur le chantier. Mais tous les problèmes à résoudre, et Dieu sait qu'il y en a, tous les jours, parce que l'image de l'architecte qui vient une fois par semaine, avec son petit compte rendu, le crayon, et puis avec son apprenti à côté et tout, c'est pas toujours le cas. Voilà. Il y a des chantiers où, moi en général, j'y vais tous les jours. Même si j'y passe 5 minutes, j'y passe tous les jours, parce que c'est à côté, et parce qu'effectivement, c'est nécessaire. Donc il faut faire attention à ça. C'est vrai que c'est un métier qui n'est pas qu'une image, c'est aussi des contraintes à résoudre. Et on les résout quand on est dans le bain. Et quand dans le bain, à un moment donné, les gens ne savent plus le résoudre, c'est là qu'ils font appel à nous. Donc autant dès le départ, faire en sorte que ce soit moi ou un autre architecte, que ce soit partie d'un budget global. Qu'un architecte n'est pas là que pour dessiner, il est là aussi pour faire la médiation et je dirais maintenir des délais, des prix. Il y a plein de choses qui se font avant et pendant. Il ne faut pas qu'à la fin, les gens soient déçus de l'investissement qui, au bout du compte, est assez important. C'est le projet de vie, hein, des fois. Eh bien, chez nous, celui qui maîtrise les délais, c'est le réalisateur. Je me fais fâcher dans l'oreille depuis tout à l'heure parce qu'on a été trop bavard, mais c'était un sujet passionnant. Stéphane, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. J'espère que tu as passé un bon moment. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez appris des choses. Je vous rappelle que Stéphane Riff est joignable sur son site internet et sa société s'appelle iModélisation. Mon quotidien TV, c'est fini pour cette semaine. Je remercie donc Cyril, le grand Manitou, le grand chef de la réalisation aux manettes aujourd'hui. Également les deux Louane, au maquillage et aux photos. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Mon quotidien TV. Ciao!